Et il est l'heure de retrouver l'invité de la rédaction ce matin au micro d'Eva Soto. Il s'agit de Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Open University d'Israël. Bonjour Denis Charbit. Bonjour Eva. Et ravi de vous accueillir aujourd'hui ce matin dans le studio de Radio J, puisque d'habitude on est en duplex avec vous qui êtes en Israël. Alors Binyamin Netanyahou annonce la reprise du processus législatif pour faire avancer la réforme judiciaire. Lui, il parie sur le soutien d'une majorité d'Israéliens, c'est ce qu'il a dit hier. Et le leader de l'opposition, le centriste Yair Lapid, sur le contraire. Est-ce qu'il y a deux Israël irréconciliables aujourd'hui ? En tout cas, ce que m'inspire cette volonté de Benjamin Netanyahou de rouvrir le processus législatif, c'est la guerre est déclarée. C'est-à-dire qu'il prend le risque, sans doute calculé. On sait que Netanyahou est un fin calculateur, un joueur d'échecs. Il voit toujours un tour en avant. Il anticipe. C'est vrai que c'est surprenant parce qu'on avait quand même le sentiment, mais avec Netanyahou, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. On était quand même assez assuré que, voilà, on nous disait même que les négociations avancent pas mal. Alors, tout a commencé, il faut le dire, la semaine dernière, lorsque au programme, c'était la nomination du candidat de l'opposition et de la coalition pour cette fameuse commission de désignation des juges. Il y a près une quarantaine de juges qu'il faut nommer. C'était mercredi dernier, à la Knesset. À la Knesset, voilà, le feuilleton qui dure au-delà de toutes les espérances, puisque à l'issue au début de ce scrutin, Netanyahou, qui le matin même avait annoncé qu'on désignerait effectivement les deux membres, retire tous les candidats du Likoud, sauf une qui reste récalcitrante. Voilà, qui veut pas partir. Et en fait, pour exploiter, je veux dire, le règlement qui prévoit, au cas où le vote n'est pas lieu, de repousser d'un mois. Voilà. Mais justement, c'est ça qui semble paradoxal aujourd'hui, parce que le but de Netanyahou en gagnant du temps, c'était justement de ne pas rompre les relations et les discussions pour trouver un compromis. Et là, tout d'un coup, il voulait pas les rompre. Et là, tout d'un coup, il dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, bien sûr que dans cette affaire-là, chacun entend gagner des points sur l'opinion et désigner le coupable. Voilà. Et comme la réaction, alors à l'issue de ce vote, bien sûr, donc aucun député de la coalition n'a été nommé, mais en revanche, la députée de l'opposition l'a été, vraisemblablement avec des voix du Likoud. Apparemment 4. Voilà, apparemment 4. Et dans ce contexte-là, c'est vrai que ça ôtait à la protestation la volonté d'en redécoudre, puisque finalement une candidate avait été désignée, candidate de l'opposition. Mais c'est vrai que sur le fond, rien n'avait changé, puisque cette commission, elle peut pas se réunir, puisqu'il manque toujours un deuxième membre de la Knesset. Est-ce qu'il faut chercher la réponse dans ce qu'a fait là Binyamin Netanyahou, dans ce qui se passe à l'intérieur du Likoud ? Parce que du coup, le fait que cette candidate ait pu être élue, ait pu être élue ce jour-là, est-ce que ça a créé des tensions à l'intérieur du Likoud ? Et finalement, est-ce que Binyamin Netanyahou, en disant on arrête tout et on relance, c'est pas un moyen pour lui de resserrer les troupes autour de lui au sein du Likoud, parce qu'il y avait des grosses tensions du coup. Alors autour de lui, mais autour de la ligne dure. Alors certes, il a déclaré, il faut le reconnaître, il a dit que la législation qui allait être votée serait en tenant compte du plus large accord, etc. Mais un large accord non pas avec les députés de l'opposition, mais un large accord dans sa tête, à l'intérieur de sa coalition. Donc on va bien voir quels sont les éléments du projet de réforme qu'il va tenir. Et il faut pas exclure que finalement ce soit des lois relativement restrictives, vraisemblablement entre Yariv Levin et cette aile centriste qui n'ose pas dire son nom, ceux qu'on appelle d'ailleurs les gauchistes du Likoud, vous voyez, on aura tout vu. On est toujours le gauchiste de quelqu'un, voilà. Eh bien, on ne sait pas encore. On peut penser qu'aujourd'hui, Netanyahou revient en tant reconsolider son parti, ses troupes, et donc toujours dans une phase de tension, parce que c'est vrai que si on regarde la stratégie de Netanyahou à long terme, c'est toujours une stratégie de tension, toujours dans une tentative de clivage. Et c'est vrai, on ne peut pas le nier. Netanyahou excelle dans la division, il ne sait pas faire dans l'union. Alors, il excelle dans la division, mais alors du coup, à écouter en tout cas les opposants à cette réforme judiciaire,
tout serait de sa faute à sa réforme judiciaire. Par exemple, là, on parle de l'incapacité d'Israël à peser sur l'administration Biden par rapport à l'Iran. On parle aussi des difficultés économiques d'Israël avec l'abaissement notamment des notations d'agences américaines de finances. C'est pas un peu trop sur le dos de la réforme judiciaire ce que font peser les opposants à cette réforme ? Concernant l'économie, on assistait la semaine dernière, justement, le même mercredi, à quelque chose qu'on n'avait plus vu en Israël. C'est à quel point les événements politiques sont indissociables des évolutions économiques. Le matin, lorsqu'il a annoncé qu'il allait que la Knesset allait désigner les 2 députés, le cours du dollar de l'euro s'est stabilisé. Il a suffi que on fasse machine arrière, puisque c'est ça qui s'est passé, pour voir le cours du shekel s'effondrer en l'espace de 2-3 heures. Donc aujourd'hui, c'est vrai que bien plus que dans le passé, les indicateurs économiques sont tout à fait tributaires de ce qui se passe dans la vie politique intérieure. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Les investisseurs ont besoin de certitude. La chose qu'ils redoutent le plus, c'est l'incertitude. Là, Netanyahou plonge le pays, plonge la vie économique dans une zone d'incertitude. Parce que on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va être voté, comment ça va être voté, etc. Et surtout que ça va redonner à la protestation qui connaissait déjà depuis 1 ou 2 mois un léger recul, puisqu'il n'y avait pas matière à manifester. C'est sûr qu'on va assister de nouveau à un regain de protestation, et ça, je dirais que c'est préjudiciable, notamment aux intérêts des États-Unis, des intérêts de la relation israélo-américaine. Netanyahou fait le calcul aujourd'hui qu'il ne sera pas invité à la Maison-Blanche dans les mois à venir. Denis Charbit, Netanyahou fait le calcul qu'il ne sera pas invité à la Maison-Blanche dans les mois à venir. Netanyahou, est-ce qu'il fait aussi le calcul, est-ce qu'il a pris en compte le calcul de ce qui s'était passé au moment où il a annoncé la démission, enfin le renvoi entre guillemets du ministre de la Défense, Yoav Gallant, et finalement ça a provoqué des manifestations monstres et il a dû reculer. Est-ce que là il peut se passer la même chose ? Alors non, tant que la loi n'est pas... on sait, finalement, on est toujours dans l'ambiguïté et dans l'incertitude. Il dit, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il renonce à cet accord. L'avantage, je dirais, le seul avantage pour l'opposition, c'est qu'elle ne sera pas tenue par les lois qui ont été votées si un jour cette coalition, cette opposition revient au pouvoir. Voilà, ça, c'est clair que ce qu'avait la vertu de ce dialogue, c'est que toute entente aurait été scellée dans le marbre. Là, finalement, il renonce. C'est un démenti, il faut le dire, à Yitzhak Herzog. Yitzhak Herzog s'est lancé dans la bataille depuis le début du mois de février. C'est 1 mois avant Gallant. Et d'ailleurs, il a été reçu aux États-Unis. Exactement. Et je dirais que là, il rejoue la stratégie de la tension. Il va sans doute, il mise sur le fait que la protestation n'aura peut-être pas le même effet, mais à mon avis, donc ça va. De toute façon, il y aura les bougies doubles la semaine prochaine, samedi prochain. Mais ce qui est certain, c'est que tout dépendra des lois qu'il va finalement autoriser le Parlement et la Knesset à voter dans les semaines ou les mois à venir. Ce projet tel qu'il est, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, en tout cas pour ceux qui sont contre, est-ce que cette loi va transformer Israël en État illibéral, en démocratie illibérale? C'est ce que disent les opposants au projet. Oui, bien sûr, ça va pas transformer Israël en dictature. D'abord, on ne sait pas encore quels seront ces projets de loi, mais de toute façon, quoi qu'il soit voté, ça ne deviendra pas une dictature. Il faut le dire clairement, quelle que soit l'hostilité qu'on a à l'égard de ces projets de loi. En revanche, oui, ça deviendra de plus en plus ce qu'on appelle dans notre jargon de politiste une démocratie électorale. C'est-à-dire une démocratie illibérale et électorale. D'accord. Électorale, c'est-à-dire au sens où la démocratie se réduit au fait que c'est bien au suffrage universel que sont désignés les représentants du peuple. Illibéral parce que c'est bien effectivement les contre-pouvoirs représentés aujourd'hui en Israël uniquement par le conseil juridique du gouvernement et les conseils juridiques de chaque ministère et par la haute cour de justice, la fameuse cour suprême. Ce sont ces contre-pouvoirs qui vont être réduits, voire laminés. Et là, de ce point de vue-là, il y a une bascule. Mais je suis convaincu que tous ceux qui se sont mobilisés se mobiliseront encore plus pour ne pas laisser faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, que les Israéliens ne soient pas les Polonais ou les Hongrois ou les Turcs qui ont
qui ont mené aussi un combat, mais qui ont échoué. Je ne crois pas que ce soit le cas d'Israël. Denis Charbit, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin à Paris dans les studios de Radio J. Je rappelle donc qu'on vous retrouve tous les lundis sur Radio J pour votre décryptage de ce qui se passe en Israël au niveau politique et on en a bien besoin. Merci.